Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette première conférence et d'avoir bravé le froid pour certains. Donc on accueille pour cette première conférence du cycle Parcours de Stratos Ioana Onarescu, qui est donc issue de la promo 2009 et du master DICI. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que je pense qu'elle va largement parler de son parcours, de son profil assez atypique, puisque c'est le premier issu de Strat. Donc elle va vous parler à la fois de recherche en design, de son sujet de thèse, et puis de son sujet de thèse autour de l'esthétique de l'expérience. Donc voilà. Le format de la conférence, parce que oui, ça nous arrive. Présentation d'à peu près 30-45 minutes, suivie d'une série de questions-réponses. Et ensuite, vous pouvez poursuivre les échanges dans le cadre d'un dépôt qu'on fait dans la cafette. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, mais vous pouvez ensuite continuer tranquillement les échanges. Donc ne vous inquiétez pas si on coupe un petit peu rapidement. Voilà, bonne conférence. Merci Pato. Je vais commencer avec le micro, même si j'aime pas trop parler au micro, mais je vais essayer. Premièrement, merci beaucoup d'être venu parce qu'il fait hyper froid, il pleut dehors, et ce n'est pas peut-être le meilleur moment de se voir, mais peut-être que ça va être le premier et d'autres vont suivre. Donc merci beaucoup à tous d'être là. Je m'appelle Ioana Onarescu, je fais partie de la génération DICI Strat 2009. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, c'est ça mon titre, comment je suis arrivée à faire une thèse en design et surtout c'est quoi une thèse en design. Parce que depuis un mois, je suis docteur en design. Et puis voilà, c'est aujourd'hui que je vais vous expliquer un peu mon parcours et qu'est-ce qui m'a motivé de faire ce bac. Okay. Donc on va commencer. Je vais vous parler de trois choses. De ce qui s'est passé avant Strat, de ce qui s'est passé pendant Strat, donc dans le master DICI qui aujourd'hui s'appelle Innovation and Design, IUD, et aussi de qu'est-ce que c'est cette thèse, cette fameuse thèse en design. Alors, l'avant-Strat. L'avant-Strat, je faisais des maths. Je faisais des mathématiques appliquées et j'étais ingénieure. Je viens de Roumanie, donc j'ai fait le Polytechnique de Bucarest. Et mon sujet de diplôme, comme vous avez votre diplôme, moi j'ai travaillé sur des watermarks. C'est des signes qu'on met dans des images pour protéger ces images contre d'autres destructions. Par exemple, vous avez ici une image de la Bibliothèque du Vatican qui, dans les années 90, à votre gauche, a décidé de faire avec IBM un partenariat pour que toute la bibliothèque soit en ligne. Et vous voyez le filigrane là, qui s'appelle Biblioteca, qui est écrit, que vous voyez aussi sur ce filigrane sur des monnaies, sur des billets. Ça, c'est un watermark. De l'autre côté, vous avez Lena. Vous connaissez Lena? C'est un Miss Playboy et qui est très très aimé par la communauté des gens qui font des mathématiques appliquées parce qu'on peut mettre au niveau fréquentiel de cette image des signes dedans sans qu'on les voit. Et donc du coup ici il y a un watermark que vous ne voyez pas, mais que des algorithmes robustes peuvent la détecter, peuvent inclure. L'idée de qu'est-ce que ça veut dire, c'est que si aujourd'hui moi je prends Lena et je la modifie, mon algo il est tellement puissant qu'il va savoir que c'est toujours mon image que vous avez copiée, truquée. Et donc ça c'est les années 90 quand j'ai commencé à travailler sur ça. Mais en même temps j'étais amoureuse d'architecture. Donc je voulais faire de l'architecture. Et chaque fois quand j'ai eu la possibilité, je suis arrivée en France à l'école polytechnique et là j'ai fait tous mes stages en architecture. Et là c'est un objet que j'ai construit qui est aujourd'hui dans le jardin des plantes, qui est un parasol. C'était un projet de réaménagement jardin de plantes en 2007, j'ai fait ça. Le parapet a été construit il y a juste 2 ans. Ça a pris un temps énorme pour faire ce petit parapluie. C'est un parasol en fait, c'est pas un vrai parapluie. Mais c'est là en fait que j'ai rencontré les premiers designers. Et c'est là qu'ils ont commencé à parler de design, qu'est-ce que c'est le design. Et puis d'un coup, tout mon rêve de devenir architecte s'est transformé un peu, mais en fait le design c'est quand même pas mal du tout. Et c'est ça ce qui me remplit et ce qui peut m'épanouir. Donc du coup, j'ai commencé en 2008, le master DICI. On était en promo très
je sais pas comment la définir, mais qui voulait beaucoup de choses. On a fait des très belles projets, c'était une super promo avec beaucoup de filles. Et donc voici deux projets. Un projet qu'on a fait avec, vous avez ici les autres collaborateurs, c'était une application sur la table surface d'annotation des films de danse. Donc ici, vous avez en haut à votre gauche la table surface. On peut être plusieurs autour de cette table et on peut annoter des films de danse avec une certaine gestuelle qu'on a développée avec un chorégraphe. Et c'était une application qu'on a développée aussi avec des ingénieurs d'une école d'ingénieurs. Et voilà, c'est une des premières applications. Et une deuxième, c'était mon diplôme. Je suis passionnée par la danse. Je pratique la danse depuis beaucoup de temps. Je suis aussi enseignante de danse. Et donc, j'ai travaillé sur la danse et la confiance en soi et comment les nouvelles technologies peuvent nous aider à rencontrer cette pratique aujourd'hui. Et donc, j'ai développé cette application avec une sorte d'ombre. C'est mon ombre qui va m'apprendre à danser. Donc, voilà. Et puis, à la fin du master de ICI, on doit faire un stage. Et j'ai choisi de faire le stage. C'est eu cette opportunité extraordinaire de faire un stage chez Bell Labs. Vous connaissez Bell Labs? Oui. Donc, Bell Labs, vous le connaissez parce que c'est le nom du Bell qui apparaît dans le nom de ce laboratoire. C'est l'inventeur de téléphone, Graham Alexander Bell, qui est l'inventeur, le chercheur qui va mettre en place cette invention. Et depuis ce laboratoire, c'est un laboratoire qui a beaucoup de prix Nobel. C'est là où ils ont inventé le transistor, cette petite pièce qui est tellement importante aujourd'hui dans nos jours. C'est là qu'ils ont inventé le laser. Et ça, vous connaissez, la qualité de l'image n'est pas top, mais c'est le picture phone de Space Odyssey. C'est là aussi qu'ils ont fait ce téléphone dans les années 60-68 pour le film. Donc bref, c'est une culture de recherche, Bell Labs. Et qu'est-ce qui c'était quand j'ai commencé moi mon stage en 2008-2009? Il faisait d'un côté, il faisait des technos. Là, vous avez la dernière invention qui s'appelle The Light Radio, c'est un cube qui vous permet par exemple d'avoir Internet dans le métro si vous avez cette nouvelle technologie, la 4G. De l'autre côté, vous avez des choses nouvelles qui se développent à Bell Labs. Parce qu'à partir de 2008, il y a un département pluridisciplinaire, il y a les premiers designers qui apparaissent sur Bell Labs. Et c'était un peu comme ça. C'était juste des extraterrestres qui venaient envahir un espace technocentré, des gens qui faisaient bien leur recherche. Et nous, on était un peu des créatures très bizarres qui apparaissaient dans leurs projets. D'un côté, on les attirait parce qu'ils voulaient toujours manger avec nous à la cantine, mais de l'autre côté, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on fait là. Donc il y a cette équipe de Frédéric Huin qui s'appelle User Experience Design qui apparaît en 2009 au sein de Bell Labs. Et à partir de ça, le mot designer, c'était un peu à la bouche de tout le monde et on se demandait qu'est-ce qu'ils font, comment on peut travailler ensemble. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc en 2009, j'ai fait mon stage et à côté des différents projets, par exemple sur le livre numérique, là, vous l'avez en haut, ou d'autres choses, d'autres applications dans télécom, nous avons créé un espace de créativité, de design, au sein de ce terrain un peu, disons, aride. Pas que les chercheurs et les ingénieurs ne sont pas créatifs, mais quand même les locaux, c'était un peu différent de notre local de design. Et donc vous avez là-bas en haut un espace qui était avant. Ça, c'est vous avez les premiers schémas qu'on a dessinés avec Arnaud Lucat, notre designer qui était aussi en stage avec moi. Et en bas, vous avez un événement pour sensibiliser les chercheurs de Bell Labs à qu'est-ce que ça veut dire une pratique design et qu'est-ce que ça veut dire un futur endroit de créativité chez eux. Donc avec eux, on les a invités d'échanger avant de le faire, afin de justement rendre physique cette image, on les rencontrait. Et à la fin, ça donnait ça. Ça s'appelle le Creative Lab. C'est un espace qui existe toujours au sein de Bell Labs. C'est un espace de travail ensemble
c'est un espace où les gens sont assis un peu différemment. Quand le PDG vient s'asseoir sur ce pouf-là et on le voit un peu dans une position bizarre, ça fait un drôle d'effet. C'est aussi un espace de prototypage, de showroom. Donc, c'est une autre culture qu'on a essayé de mettre dans ces locaux. Et c'est une transformation culturelle de l'entreprise que les designers ont emmenée. Ok. Et en même temps de ça, moi je m'intéressais beaucoup à la thèse en design. Et thèse sur le design. Et le thèse avec le design. On ne sait pas exactement comment se positionner en 2009 sur ces sujets-là. Parce que, aussi avec Arnaud Lecat, on voulait tous les deux faire cette aventure et c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de thèse en design en France. Et puis, il y avait une vraie volonté aussi de Strat College de se positionner en ça et de faire apparaître les premiers thésards en design à partir d'ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un sort de journal, PhD Design Diary, et on a été interviewé des différentes personnalités en France et à l'étranger de qu'est-ce que c'est le thèse en design. Et puis ici, vous avez les mots de ces gens-là. Je vais juste, par exemple, on a les personnes qui s'occupent de la recherche en conception à l'école des mines, qui disent que pour l'instant, le design n'est pas considéré comme une discipline universitaire. Pour cela, il faudra connaître sa spécificité propre en tant que science. Okay. Quel est l'objet de son étude? Est-ce que c'est juste une science appliquée? Après, il y avait Sophie Penn, l'ancienne directrice de l'ENSI, qui nous dit que le design n'est pas une discipline. L'enjeu n'est pas celui de faire une thèse de design une discipline, mais de faire une thèse dans laquelle le design est comme prédominance forte. Et puis il y avait le directeur de chez PIA qui parle de beaucoup de personnes déclarent faire une thèse en design, peu font effectivement beaucoup de recherches sur le design, peu de recherches en design. Donc il y a aussi cette défiance, est-ce qu'on va étudier le design en tant que pratique ou est-ce qu'on va être designer et on va faire des choses et puis c'est ça notre recherche. Puis à la fin, il y a Virginia et Nicolas qui eux ils ont été à Londres et qui ont vu des gens qui faisaient des design et qui disent bon bah en fait en France il y a peu de gens qui le font. Et donc Arnaud, après tous ces... Il y avait plusieurs personnes qui ont interviewé. Arnaud il a dit bah non je ne vais pas faire un tel design. C'était pas quelque chose qui l'intéressait à ce moment-là. Et moi je me suis lancée. Et en juin 2010, je commence une thèse CIFRE. C'est une thèse dans laquelle je suis dans un laboratoire de recherche, mais en même temps, je suis salariée d'une entreprise. Dans mon cas, je suis salariée de Alcatel-Lucent France, là où je fais mon stage. Et puis, LCPI, le laboratoire de conception de produits et innovation d'arts et métiers, et le laboratoire d'accueil académique. Et puis il y a Strat College dans cette histoire, qui est un partenaire un peu informel, parce qu'aujourd'hui Strat n'a pas de cellule universitaire qui permet aux étudiants de faire des thèses. Donc il faut toujours s'accrocher avec une école doctorale qui existe aujourd'hui. Et donc il y a Dominique Siama qui m'encadre, il y a Frédéric Pin et Jean-Baptiste Labrune d'Alcatel-Lucent, et puis il y a Carole Bouchard à Mézières-Amsterdam, directeur du laboratoire, qui sont mon directeur et co-directeur de thèse. Ça, c'est les personnes, si vous voulez, quand vous faites une thèse, c'est vos pairs directs du dialogue qui suivent les travaux de thèse. Juste pour l'anecdote, mon dossier à NRT, donc il faut monter un dossier. Et ça a pris 5 mois, il y a eu 6 rapports qui l'ont évalué, qui n'ont pas pu dire qu'est-ce que c'est ce truc. Et à la fin, le 6e, il a dit, bon, quand même, on a alors l'argent pour cette thèse-là. Mais à la base, c'était quelque chose de très étrange, même pour les gens qui ont l'habitude avec des thèses CIFRE. Et donc le sujet, donc en juin 2010, je commence avec un sujet autour de l'expérience esthétique, qui est une expérience forte, mémorable. Mais quand même, ce qui m'intéressait, c'est de comment on va créer avec des applications dans le domaine de télécommunications ce genre d'expérience et comment on va modéliser ce type d'expérience dans ce domaine-là, avec les technologies. Donc ça, c'était le sujet en 2010. Voilà. Et c'était aussi lié à la notion d'expérience utilisateur, notion que vous voyez, comment on va créer pour l'utilisateur final une expérience utilisateur. Bon. Maintenant, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est qu'une thèse en design.
Mais avant de commencer vraiment dans le sujet de thèse, de qu'est-ce que j'ai fait, je vais vous dire quelques mots sur quelques lois de la recherche. Une des premières lois, c'est ça. C'est que la recherche, c'est de se poser sur les épaules des géants. C'est une très belle phrase que j'aime beaucoup, qui dit que pour faire de la recherche, il y a des gens qui ont bâti de la connaissance avant nous. Et en piochant dans ces connaissances-là, on va être encore plus haut qu'eux. Et qui sont ces gens? Ce sont des communautés de recherche, ce sont des laboratoires de recherche, des groupes de recherche, sont des il y a des conférences de recherche nationales et internationales, sont des journaux de recherche en design. Et puis ce qui est particulier pour la recherche en design, c'est qu'il y a aussi la recherche dans d'autres disciplines, comme la psychologie, la sociologie, l'ethnographie. C'est des disciplines qui sont là depuis un certain temps et qui ont une certaine connaissance. Et que même si la recherche en design elle est jeune, eux, ils vont nous aider et ils vont nous aider à monter. Une deuxième chose, c'est qu'un designer chercheur, il est entre ces deux-là. Il y a un très beau concept de Donald Schoen qui parle de it's a reflective practitioner. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui fait des choses, qui fait des objets, qui intervient dans son terrain, et puis il se met aussi à un autre niveau pour regarder ce qu'il est en train de faire. Un sociologue, par exemple, il est juste là en train de regarder, pas trop déranger, pas intervenir dans le terrain. Et là, normalement, je pouvais vous montrer une vidéo, mais peut-être que je vous l'envoie par email de Alan Cohn. On peut essayer? Il est où partout? Bon. On va essayer peut-être parce que c'est un mathématicien, parce que moi j'adore les mathématiques toujours, c'est pas que j'ai choisi une ou l'autre, qui parle de la recherche en général. Mets le micro vers l'ordinateur. Non, ça aussi. Ça marche pas, non? Non, on n'entend pas. Bon, c'est pas grave. L'idée, c'est que ce qu'il dit ce monsieur, c'est que même dans les mathématiques, il y a une part du active. Quand il rentre dans il va faire une équation, il ne va pas regarder la démonstration en direct. Premièrement, il va réfléchir comment lui il va le faire. Et donc, c'est la différence entre être actif et être passif. Donc, s'impliquer complètement dans ce qu'on fait. Deuxième chose qu'il dit dans son vidéo, c'est que la recherche prend du temps. Que ça prend du temps de réflexion, que ça ne vient pas tout de suite. C'est un vrai travail. Et après, il parle aussi d'une capacité créatrice, presque de créateur, de chercheur, qui va inventer des choses. Bon. Je vais repasser sur ma présentation qui est méga grande. Donc, voilà. Et maintenant, je vais essayer de donner une définition de la recherche en design. J'espère que vous êtes bien. Parce que c'est un peu complexe, mais je vais essayer de le faire. Les 5 attributs de la recherche en design sont: il y a un but scientifique qui vient de ces communautés-là. On a identifié un gap. Il y a une méthode de travail qui peut être reproduite. Ça veut dire que si toi tu fais une recherche sur un sujet, moi je peux prendre la méthode et je peux reproduire dans mon laboratoire la même chose. Correct? On se base sur des connaissances antérieures pour créer de nouvelles connaissances. Pour que les gens qui vont me suivre vont se mettre sur mes épaules et ils vont être encore plus haut. Et puis, cette chose-là, elle est communicable. Ça veut dire qu'il faut écrire. Il faut écrire des papiers, il faut communiquer à la communauté pour que la communauté s'enrichisse et qu'ils sachent que vous existez, que vous êtes l'expert dans un domaine. Ok. Je recommence la troisième partie sur mon sujet de thèse et ma thèse en fait. Parce que ça, c'est une chose générale sur la thèse. Alors, c'est ça le titre de ma thèse. C'est un peu complexe, mais on va le comprendre ensemble. Donc, il dit l'expérience esthétique et la culture de l'innovation. L'expérience esthétique d'un département de R&D avec la culture design et pour une culture d'innovation. Ça veut dire quoi exactement? C'est que
dans un département de recherche, il y a des gens, il y a des chercheurs. Moi, je m'intéresse à étudier leur expérience forte quand ils inventent des choses et comment le design a influencé cette expérience des chercheurs. Ok. Et juste pour vous donner la structure d'une thèse, vous avez vu les deux dimensions dont je vous parlais avant, the reflective practitioner, l'action de practitioner, et la recherche, l'état de l'art, les communautés, la littérature, the reflective. Et c'est en faisant des allers-retours entre ces deux espaces-là qu'une thèse en design se construise. C'est aussi peut-être assez atypique une thèse chiffre parce qu'on est vraiment dans le terrain, on est immergé dans les projets de l'entreprise, on est salarié. J'étais salarié de la personne en tant que designer, donc il fallait que je travaille pour des projets qui n'étaient pas vraiment liés parfois à ma thèse, mais toujours avec un regard, parce que ça m'intéresse moi dans ce projet-là. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc, quand on commence la thèse, il y a un contexte, et on fait des différentes explorations. On travaille dans les projets, on se rend compte d'une chose. Deuxième, on fait un état de l'art. Vous savez ce que c'est un état de l'art? Vous avez fait un peu dans le mémoire les 5e années. Vous lisez des différentes choses qui sont liées à vos concepts forts de la thèse. Et vous enrichissez ces connaissances et vous devenez l'expert qui connaît tout sur les sujets. Deuxième, à la fin de toutes ces deux parties du contexte d'exploration et état de l'art, vous avez une problématique, une vraie problématique de recherche. Vous avez identifié le mini-gap là, dans la littérature, où vous pouvez amener votre pierre à l'édifice. Et là, vous posez une question de recherche. Et aussi, vous donnez des premières hypothèses qui essaient de résoudre cette question de recherche. Et puis, vous les expérimentez. Donc, le 4e point, c'est expérimentation. Vous essayez de valider ou de disvalider les hypothèses que vous avez mises. Et à la fin, vous essayez de modéliser ça, de mettre tout dans un modèle, et puis des implications pratiques aussi pour le terrain, parce que, voilà. Donc, qu'est-ce que c'était pour moi le contexte? Ça, c'est chez Bell Labs. C'est un contexte technocentré. C'est des gens qui font du code, qui ont des énormes... Là, vous avez des serveurs, des différents trucs. C'est ça aussi ce qu'on ne voit pas. Et je vais vous donner juste un exemple d'un projet type que j'ai fait au début de ma thèse. Donc, vous avez ici en haut, voilà ma souris qui apparaît. Oups. Ça, c'est le début d'un projet. Comment commence un projet? Ben, on se met tous dans une pièce et notre chef nous dit il faut construire un démonstrateur technologique pendant 6 mois avec tous les technos que ce département de 100 chercheurs a créé les 2 dernières années. Et le designer, il est là pour faire les scénarios d'usage de ce truc démonstrateur technologique qui doit marcher tous ensemble. Et donc les ingénieurs, ils ont mis ici, vous avez c'est une énorme feuille de papier, tous les technos. Et nous, en tant que designer, il fallait prendre ça à la maison, travailler et venir avec le scénario d'usage. Mais l'idée, c'est que nous, on ne comprenait rien de ce qui se passe là-bas. Et en plus, eux, entre eux, ne comprenaient rien. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui travaillaient sur la même techno, mais ils ne savaient pas. Et donc, ça, c'est ce qu'on a arrivé à faire à la fin. Là, c'était une application pour la téléconférence. Donc, la téléconférence de demain, comment Bell Labs va se positionner, qui est le système de téléconférence pour demain, c'est ça. Et le design n'a pas seulement amené un scénario d'usage, mais il a amené aussi des outils pour que les gens vont collaborer mieux. Et dans ce cas-là, avec d'autres prévents, on a créé ce concept qui s'appelle des cartes, les cartes technologiques. Chaque carte, c'est une représentation métaphorique d'une technologie. À la fin, on avait 31 cartes qu'on pouvait regarder, qu'on pouvait manipuler, utiliser pour faire un scénario d'usage. On a fait aussi un site internet où chaque personne pouvait faire sa propre carte et l'imprimer après. Et aussi, on est parti un peu plus loin parce qu'on a dit, parce qu'on travaille aussi avec des équipes en Belge ou en Inde, et il fallait reconnaître ces cartes-là sur l'écran. Donc, on a fait tout un système de repérage de cartes, et sur l'autre écran apparaît la carte que moi je manipule la même main. Donc, qu'est-ce que ça nous a permis de voir ce projet? C'est que finalement, la plus-value, la valeur la plus ajoutée que le designer a amenée, ce n'est pas vraiment le scénario d'usage qui finalement c'était un scénario d'usage correct d'une application de téléconférence, mais c'est dans les outils de collaboration, de travail ensemble avec ces gens-là. Donc c'était clair.
À côté de ça, moi, je me suis intéressée aussi quel est l'effet, par exemple, d'utiliser ce type d'image ou une autre. Quelle image on va prendre? Est-ce qu'on va prendre une image que tout le monde va comprendre ou une image avec une potentiel narrative un peu plus fort? Quelle est la juste image? Et puis, il y a plusieurs articles qu'on a réussi aussi à écrire quelle est l'importance de cet outil-là aussi pour la créativité. Est-ce que ça va me focuser sur un scénario déjà pré-créé par l'image que je vois, par exemple? Mais ce qui est plus intéressant encore que ces cartes et ce projet, c'est ce que ce support a donné lieu dans le département. Donc premièrement, on l'a utilisé dans le projet comme aide à la création des scénarios, mais les managers, ils l'ont pris comme un outil managérial de « Ah, on a fait ça, ou on est où ?» C'était vraiment leur outil de base d'organisation dans l'échelle, dans la structure, l'architecture de l'application. Après, comme je vous disais, il est devenu un projet en soi. Et puis on a vu que d'autres chercheurs, ils ont juste pris le format de l'APK, ils l'ont utilisé dans d'autres programmes, dans d'autres projets. Là, ils ont fait un PowerPoint. Vous le voyez là? Mais bon, l'image, c'était plus important pour eux. C'est pas une image narrative qu'ils ont utilisée. Ils ont fait leur schéma de les technos qu'ils voulaient en fait. Mais le format de carte, ça les intéressait. Et puis d'autres gens, ils ont fait Crea Cards, Creativity Cards, ou d'autres Usability Cards. Donc tout le monde a commencé à faire des cartes. Si vous voyez qu'un support et que le designer fait d'un sous-type de département technocentré, l'avalanche qu'il peut avoir qu'on n'a pas du tout pensé au début. Nous, on a juste fait une intervention normale pour nous à faire les gens parler entre eux. Et donc ça, c'est juste un projet parmi d'autres, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, mais qui m'ont peu dirigé mon sujet de l'expérience de l'utilisateur final à l'expérience des chercheurs. Et la part de design dans cette expérience. Moi, j'appelle cette expérience une expérience esthétique, comme en face d'une œuvre d'art, j'ai une expérience très forte, mémorable, qui me transforme. Je me pose la question, peut-être que ces gens-là, quand ils sont en train de faire des choses où ils découvrent cette carte ou d'autres cartes, peut-être aussi ils ont une expérience forte. Et quel type d'expérience et comment elle se caractérise. Mais pour ça, je veux faire aussi, comme je vous disais, des allers-retours avec l'état de l'art. Et l'état de l'art, j'identifie des différents concepts phares, comme l'expérience esthétique. De l'autre côté, c'est la culture d'innovation et comment travailler dans le pluridisciplinaire. Et de l'autre côté, ici en bas, on a ce domaine très intéressant sur les objets intermédiaires qui sont faits, par exemple, la souris dans un département de médecine, c'est un objet intermédiaire. Sur cet objet-là, ils font des tests. Et donc, il y a tous ces trois champs qui ont créé pour moi mon état de l'art. Voilà. Et à partir des différents ouvrages, des différents livres, des différentes conférences, des différents articles que j'ai lus, j'ai pu synthétiser toutes ces notions-là pour donner une définition de qu'est-ce que c'est une expérience esthétique, pour la décrire, pour réussir à avoir un modèle descriptif de l'expérience esthétique. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de ça parce que c'est hyper complexe, mais je peux faire une conférence sur l'expérience esthétique en soi. Ça peut être une longue discussion très intéressante. Et aussi de qu'est-ce que l'objet design amène dans une entreprise et comment l'objet design influence une certaine culture d'innovation. Mais à côté de ça, j'ai fait aussi des expérimentations un peu bizarres pour la communauté de recherche. Parce que par exemple, ici, j'étais dans une conférence, je présentais mon article, mais je me suis dit, il y a 400 chercheurs sur place, c'est dommage de ne pas profiter de leurs connaissances et leur poser des questions. Et là, avec un autre chercheur, on était déguisés, on avait ce t-shirt qui s'appelait des Aesthetic Experience Catchers, les gens qui rattrapent les expériences esthétiques. On a mis des stickers partout dans la conférence, sur des gens partout, et on a pris des entretiens aux gens de qu'est-ce que c'est pour eux finalement l'expérience esthétique. Parce que c'est un concept très débattu dans la communauté. Et donc ça nous a donné un autre type d'information un peu plus authentique, mais moins formelle qu'une expérimentation où on a 20 minutes à discuter, où il y a un questionnaire à remplir, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est une expérience esthétique? Ah, c'est tout ça. Donc c'était une discussion, mais organisée. Ok.
Donc ça, c'est l'état de l'art, le contexte de l'exploration. Et maintenant, c'est la question de recherche. Et puis, les hypothèses. Donc, le gap que j'ai vu et comment je traite. Et ma question de recherche est la suivante. Comment l'expérience esthétique d'un département de R&D influence la culture de l'innovation? C'est complexe, hein? Je suis d'accord. Mais on va comprendre ça tout de suite. Alors, déjà, pour essayer de répondre à cette question, on va faire l'hypothèse qu'il existe une expérience esthétique des chercheurs et qu'elle est modélisable. Vous me suivez là? Pour voir si cette expérience influence quelque chose, il faut qu'elle existe. Il faut qu'on la détermine, qu'on la modélise, parce qu'on est des chercheurs, on adore les modélisations. Et puis, il faut qu'on comprenne quelle est la relation de cette expérience et les conditions de performance, d'innovation de chez Bell Labs. Donc, c'est très scientifique des chercheurs. Est-ce que ça impacte, par exemple, l'innovation sur des projets? Et de l'autre côté, est-ce que c'est la culture design qui va influencer cette expérience des chercheurs? C'est ces deux choses qu'on essaye de comprendre. C'est bon? Ok. Et comment je fais, par exemple, pour essayer de valider ou de dévalider ma première hypothèse? J'ai identifié dans la littérature un certain protocole qui a été utilisé par les chercheurs dans les musées. Et ils ont modélisé l'expérience esthétique des professionnels des musées, qui s'appelle the Museum Curators, avec des œuvres d'art. Ils ont présenté toutes leurs recherches avec le protocole d'expérimentation, la façon dont ils ont travaillé les données et leur modèle à la fin. Moi, je veux faire la même chose, mais pas dans les musées, mais dans un département de recherche. Et l'œuvre d'art, pour moi, c'est pas une œuvre d'art, mais c'est un projet mémorable. Et puis, les curators, les professionnels des musées, ce ne sont plus les gens qui sont en contact avec les œuvres d'art, mais des ingénieurs de recherche. Donc, j'ai transcrit leur protocole et je passe ce type d'enquête dans mon terrain. Et de l'autre côté, j'essaie de comprendre quelle est la liaison entre cette expérience des chercheurs, une fois que j'ai le modèle, avec les indicateurs de performance de chez Bell Labs. Je ne sais pas si vous savez cette notion, mais c'est le nombre de brevets que Bell Labs fait, le nombre de publications, le nombre de transferts technologiques et le nombre de solutions de rupture que ce département a fait pendant 4 ans. Moi, je l'ai étudié pendant 4 ans. Et de l'autre côté, j'ai comment le design, des pratiques de design que j'ai identifiées 7 pratiques de design clairement, comment ces pratiques de design influencent l'expérience des chercheurs. Ok? Alors, c'était le plus dur. Si vous avez compris ça, on est bon là, c'est presque fini. Alors, les expérimentations. Alors, on part d'en haut. Pour faire une expérimentation, on a besoin d'une population. Dans mon cas, on a besoin de 31 ingénieurs de recherche parce que c'est ça ce que j'ai réussi à avoir en France. De 100 personnes de ce département, en France, j'ai réussi à avoir 31 permanents qui ont été là pendant 4 ans. Et j'ai passé ça s'appelle un interview semi-directive de 1h30 par personne, que j'ai enregistré, que j'ai transcrit, ça fait beaucoup de pages, et que j'ai après analysé avec une méthode. Mon entretien s'est basé sur les projets les plus mémorables. À partir de 70 projets sur lesquels ces gens ont travaillé pendant les 4 ans, moi je vais poser une question, de me choisir le projet le plus mémorable et de me le décortiquer, de m'expliquer les moments le plus silent, le plus significatif de ce projet. Et après, avec toutes ces données, qui sont beaucoup, donc ça c'est juste des données sur énormément de trucs, il y a une méthode de travail, ça s'appelle la théorie ancrée, qui m'aide à catégoriser l'information et à partir de textes que j'arrive à certaines thématiques seulement. Si vous voyez, au niveau de conception, on rentre là jusqu'à on arrive au symbole de la chose. Et qu'est-ce que c'était pour moi? J'ai réussi à la mettre sur une forme ronde
ça pouvait être toute autre forme. Mais en gros, dans cette étude-là, nous avons découvert 6 dimensions. La dimension perceptive, la dimension émotionnelle, la dimension intellectuelle, communicative, organisationnelle et collective. Ça, si vous voyez, c'est les gros clusters qu'ils ont groupés dedans d'autres choses plus sensibles et qui groupaient encore d'autres choses plus sensibles. Par exemple, la dimension perceptive, pour qu'un projet soit mémorable pour ces gens-là, il fallait qu'il y ait cette notion de clarté dans l'objectif, clarté dans le processus, clarté dans le rôle des gens. Cette chose-là est identifiée comme quelque chose de très important pour les chercheurs, pour les ingénieurs de recherche. Où il y a cette notion très intéressante qui s'appelle la concrétude. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais il existe vraiment dans le dictionnaire. Ça s'appelle la capacité de faire des choses concrètes. Tangibilité. Ça, c'est votre cœur de métier. Vous devez savoir ça. La concrétude. Ou la dimension émotionnelle, c'est comment le projet que je suis en train de faire résonne avec mes propres intérêts et mes propres aspirations et mes propres passions. Après, au niveau d'expérience intellectuelle, cette dimension intellectuelle, il y a cette notion de clôture, justement aujourd'hui dans le cours d'expérience design, on en parlait beaucoup. Un projet mémorable et surtout un projet bien fini. Un projet où il y a une vraie fin. Parce que les projets de ce département, même s'il y avait 70, il y a des projets qui ont été vraiment finis. Fini, ça peut dire qu'il y a une démonstration à la fin, une vidéo à la fin, quelque chose à la fin qui reste. Et après, l'expérience intellectuelle, c'est soit une expérience dans laquelle ils ont trouvé une chose, donc il y a un challenge dans leur tête, ils ont trouvé une chose dans ce projet mémorable et ils ont réussi à trouver une solution. Soit une expérience très intellectuelle d'exploration. Ils ont eu une expérience intellectuelle forte parce qu'ils ont pensé très fortement, très profondément une idée. Ils ont appris quelque chose de très différent. Ok. Bon, je vais donc... Communicatif, c'est lié à cette notion de pouvoir partager avec les autres et pouvoir communiquer les idées aux autres, qui est aussi importante. Et puis il y a deux choses très intéressantes, qui est la dimension collective, qui est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout à voir. Mais sur un projet où tout le monde a les mêmes contraintes, ça s'appelle ça le collective acting, les gens se sentent très bien. Si tout le monde a les mêmes contraintes, si le manager va vivre dans l'open space avec tout le monde, c'est pas mal. Ou il y a cette synergie à un moment donné qui va prendre forme, de vivre quelque chose ensemble de très fort. Comme ça de base qui se met en place et on est tous là et on va ensemble. C'est aussi quelque chose de très important. Et puis la notion de partage. Et après, bon, ça c'est tout ce qui est au niveau organisationnel. Par exemple, ils étaient contents si un projet avait un impact dans l'entreprise. Plus il y a d'impact et d'influence, plus le projet est mémorable. Plus si moi j'ai fait partie en tant qu'ingénieur, plus j'ai influencé dans ce projet-là, plus mes idées ont percé, plus ce projet était mémorable. Ok, je ne vais pas rentrer, mais j'ai quand même tout dit. Et puis aussi cette recherche, ce qui nous montre, c'est quand même des liaisons. Je ne vais pas présenter le schéma et le modèle de ces gens qui ont modélisé l'expérience dans les musées, mais il y a quand même beaucoup de similitudes avec la façon dont ces gens-là vivent avec une œuvre d'art, les curateurs du musée. Donc il y a quand même une similitude entre l'expérience des chercheurs et l'expérience de ces personnes qui sont en contact toujours avec l'œuvre d'art. C'est pas tout le monde, c'est des professionnels des musées. Et voilà, ok. Bon, en gros, ça valide en quelque sorte ma première hypothèse sur l'existence de cette expérience et le fait qu'il est modélisable, que j'ai réussi à la mettre sur une forme, que quelqu'un d'autre peut prendre, il peut prendre mon protocole, peut prendre mon modèle et la valider dans d'autres terrains. Peut-être chez Orange Labs, dans un autre département de R&D, va être pareil, mais juste peut-être un peu différente. Ok. Maintenant, on passe à la deuxième expérimentation. Maintenant, quelle est la liaison finalement entre cette expérience et ces dimensions, comment je l'ai retrouvée dans mon terrain,
et le nombre de publications, des brevets, des transferts technologiques et des solutions de rupture. Est-ce que par exemple, un projet mémorable, c'est un projet qui a beaucoup de brevets? Il continue? Peut-être. Alors, et de l'autre côté, j'essaie de voir, voici ici, ça se voit pas très bien, je suis vraiment désolée, mais c'est quoi les 7 pratiques identifiées des pratiques design de ce département? 1, vous avez le prototypage rapide, type Arduino. Ok. 2, c'est le prototypage software, création des certaines applications software. 3, c'est des user scenarios, des scénarios d'usage, aussi comment un designer le fait avec plusieurs concepts de BD. 3, c'est tout type de cartes qui ont été créées dans le département, des objets intermédiaires, on appelle ça. 4, il y a des sessions de dessin et illustration. Les ingénieurs ont adoré ça et on a fait plusieurs workshops. On a amené des strategic illustrators, des gens qui font de l'illustration stratégique, pour les apprendre à dessiner parce qu'ils étaient hyper frustrés, parce qu'ils voyaient que le designer dessine très vite et eux ils voulaient savoir dessiner vite et qu'ils s'expriment. Donc du coup il y a une vraie volonté, c'est pour ça que moi je l'ai mis comme pratique design, parce que c'était vraiment venu de la culture design. Après, il y a ces fameuses discussions avec les designers, parce qu'on était beaucoup ensemble, on passait beaucoup de temps et on challengeait beaucoup tous les projets, et je l'ai mis aussi comme un élément de la culture design. Et enfin, c'est le Creative Lab, qui est un espace. Ok, là c'est hyper complexe encore, mais on va essayer de comprendre ensemble. C'est ça, regardez ici, c'est ça un des premiers résultats de cette étude, c'est que la majorité de l'expérience des chercheurs est corrélée avec le nombre des brevets. Donc on avait ici, ni le nombre de publications, ni les transferts technologiques, ni les solutions de rupture ne sont pas corrélés avec mon expérience esthétique. C'est que les brevets. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce qui est très intéressant, c'est que les brevets, ce n'était pas une obligation. Si deux chercheurs travaillaient ensemble dans un projet, ils avaient une idée ensemble, pas vraiment liée à un projet. Ils faisaient un brevet parce qu'ils gagnaient de l'argent. Ils étaient en train de manger, discuter un café, allez, on fait ce projet. Et c'est ça qui est montré de leur expérience de travail ensemble. Et pas vraiment parce qu'ils ont publié ensemble quelque chose. Et ce qui montre aussi ça, c'est qu'il y a un climat technocentré de l'innovation. Si c'était ces brevets qui étaient le plus important pour eux. Et puis, il y a une autre chose qu'on a découvert dans cette étude-là, c'est que la culture design amène les conditions les plus importantes pour l'expérience des chercheurs. Et ils sont ici. C'est l'évolution, la communication et l'exploration intellectuelle. Dans ce modèle-là, je sais que c'est hyper complexe, mais voilà. L'idée, c'est que de cette expérience forte des chercheurs, c'est que la culture design, avec ces pratiques design, c'est eux qui vont pousser sur ces thématiques-là. Bon. Et ça, c'est vraiment la fin. Ici, c'est à partir du questionnaire, nous avons fait un sorte de rating sur les pratiques design les plus importantes. Par exemple, le prototypage rapide, c'est lui qui a amené certains transferts technologiques et aussi qui a influencé l'expérience des chercheurs. Ok. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait avec ce modèle-là? Comment vous, par exemple, vous pouvez prendre ce modèle-là, vous êtes devant dans une R&D, et comment vous pouvez l'opérationnaliser? Comment vous l'utilisez dans vos jours? Et on a écrit des premières propositions qui sont venues aussi des entretiens. Par exemple, pour la notion de clarté dont je parlais avant, ce qui est intéressant d'avoir une pièce par projet. Bien délimiter les espaces, des espaces dédiés projet, ou d'utiliser à travers des designer des propriétés pour la simplicité et la clarté des prototypes. Après, pour la notion du rythme, il y avait cette sprint sessions, 48 heures pour faire un prototypage, ce qui nous focus pour atteindre un but ensemble.
Pour la clôture, la nécessité de faire une démo, une vidéo, toujours pour finaliser. Aujourd'hui, si dans un projet on fait ça, on peut être content qu'on a réalisé quelque chose. Il y a une satisfaction qui vient. Qu'est-ce qu'on peut dire? Après, il y a pour la concrétude, par exemple, encourager le low fidelity prototyping. Donc, pas faire de sessions de créativité, des brainstorming à l'infini, mais de faire des choses même avec du carton, quoi. Ok. Bon. On avait sharing aussi, donc le partage. L'expérience collective est plus souvent manifestée pour partager les mêmes contraintes physiques. Comme je disais, le manager qui passe le temps dans l'open space. Ok. Bon. Et à la fin de tout ça, en fait, ça c'était en mars 2013, il faut quand même écrire un document qui s'appelle la thèse en design. La thèse. C'est un gros bordel avant de commencer la thèse. C'est juste, t'as lu juste énormément de choses, t'as écrit plein de trucs. Et il faut avoir une histoire cohérente qui se suit. Donc ça m'a pris 6 mois à l'écrire. J'ai fait ça non-stop. Et c'est en août 2013 que j'ai réussi à finir le document. Et c'est la fin, je crois. Et aujourd'hui, donc à Strat, je suis enseignant-chercheur. Je m'occupe de plusieurs choses, des projets collaboratifs. Vous connaissez CPI, Accenture, etc. Et puis je m'occupe aussi d'un cours Experience Design que je donne avec Jean-Baptiste Labrune pour les masters anciens DCI, actuellement ID, Innovation and Design. Et aussi sur ce fameux travail de recherche avec Fabien et Alex, avec Aldébaran, on essaie de travailler sur Roméo 2 et comment Roméo 2, ça c'est Naro, c'est pas Roméo 2, mais comment Roméo 2 va interagir avec une personne âgée. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup.